faut bien s'entendre sur ce qu'on entend par hérésie, quoi. L'hérésie en soi, si on le dit un peu brutalement, mais je pense que ça n'existe pas. Bienvenue sur les traces des Vaudois. Je suis Antoine Gouritin et dans cette enquête du musée protestant, je vous emmène à la découverte des Vaudois. Un nom qui a été utilisé pour désigner une dissidence religieuse qui a pris des formes très différentes et a nourri bien des fantasmes, du XIIe siècle à nos jours. Si vous n'avez pas encore écouté le prologue, je vous encourage à le faire avant de me suivre dans ce voyage à travers le temps et à travers l'Europe. Vous y comprendrez notamment le rôle joué par les Vaudois et leur histoire dans la construction d'une identité protestante en France et en Italie au XIXe siècle. Vous comprendrez également pourquoi tous les chemins de cette histoire nous mènent à Torre Pellice, dans le Piémont italien, à quelques dizaines de kilomètres de Turin. J'y ai rencontré l'historien et archiviste de l'église vaudoise Simone Barral. Et en baissant la tête, en repartant, là, on voit qu'il y a des plaques avec des dates par terre qui partent de la maison, de la porte de la maison vaudoise, avec ces quelques dates. On parle de rapport à l'histoire et d'identité. C'est intéressant de voir les dates qui ont été retenues au moment où ce pavage a été fait. Et on commence en 1174. Oui, c'est la date dans laquelle on dit qu'il y a eu la conversion de Valdo, donc qui a fondé le mouvement vaudois. Cette histoire est encore couramment racontée comme celle de la conversion radicale d'un riche marchand lyonnais, Valdo, plutôt Valdès ou Vaudès pour les historiens actuels, d'où le nom de cette première époque des Vaudois, on les appelle les pauvres de Lyon. Pour y voir plus clair, direction donc les années 1170 et les bords du Rhône et de la Saône, en compagnie de l'historien Florian Mazel. Jusqu'aux années 2000, on avait 5 pièces seulement, 5 documents. Depuis 2000, on en a rajouté une d'ailleurs, qui est aujourd'hui considérée comme la plus ancienne. Donc on a un dossier qui est pas énorme, très petit, très polémique. Parmi ces sources, le récit d'un proche du roi d'Angleterre de l'époque. Il était présent au concile de Latran en 1179. Au concile romain présidé par le pape Alexandre III, nous avons vu les Vaudois, des hommes ignorants ne connaissant pas le latin qui sont ainsi nommés à cause de leur chef Valdo, un citoyen de Lyon sur le Rhône. Présenter au Seigneur le pape un écrit en français contenant le texte glosé du psautier et de leurs autres livres, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Sur cette base, que retiennent les historiens sur le plan factuel ? Ils retiennent pour l'essentiel 4 choses. Ils retiennent le fait que Valdès était un homme riche et reconnu qui vivait à Lyon. Pas nécessairement un marchand. Aujourd'hui, l'hypothèse marchand de Lyon, elle est vraiment écartée parce que ne faut pas rétroprojeter la réalité du 15e lyonnais au XIIe siècle. C'est une petite ville, c'est pas une ville de foire, il n'y a pas énormément de marchands. Et on n'a aucun texte dans ces premiers documents qui ne disent qu'il est marchand. Il y en a un seul qui dit de manière négative qu'il avait prêté de l'argent, qu'il avait pratiqué l'usure. Bon. Et ça, très difficile d'évaluer est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un topos, parce que ça permet bien sûr de le charger, le prêt à intérêt étant interdit. En tout cas, on sait qu'il était riche, ça c'est sûr, qu'il était reconnu socialement, qu'ensuite il a connu une conversion personnelle majeure à un moment de sa vie. Alors, dans quel cadre ? Là, les récits déjà sont d'emblée divergents. Il y en a qui disent que c'est à la suite d'une vision, et notamment une vision de l'enfer. Ça aurait été motivé par la peur de l'enfer, et là on est dans un mécanisme vraiment très médiéval. Et c'est évident que la conversion, elle est très souvent suscitée par cette angoisse de salut liée à l'enfer, à la peur de l'enfer. Il y a d'autres sources qui nous disent que c'est plutôt à la suite d'avoir écouté un jongleur chanter la légende de Saint-Alexis, qui est un saint de l'Antiquité qui se convertit justement et qui abandonne toutes ses richesses, sa famille, qui renonce à son mariage pour mener une vie de pauvreté radicale. Arrivé à Édesse, il distribua aux pauvres tout l'argent qu'il avait apporté avec lui, se vêtit de haillons, et s'installa parmi la foule des mendiants, à l'entrée de l'église de Notre-Dame. Et sur les aumônes qu'il recevait, il ne gardait pour lui que ce qui était strictement nécessaire. Le reste allait aux pauvres de la ville. Cette chanson aurait inspiré Valdès. Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans un contexte non clérical, puisque c'est un jongleur, forcément dans la rue. C'est des éléments qui plaident en faveur un peu de la vraisemblance du récit. Ou bien même, il y a une autre tradition qui estime qu'il aurait été interpellé par un passage de l'Évangile dont il aurait besoin qu'on l'explique, en particulier le passage justement
où le Christ demande aux apôtres de tout quitter, de tout abandonner, y compris sa famille, pour le suivre. En tout cas, quel que soit le motif initial, il se convertit à une radicale pauvreté, il renonce à toutes ses richesses qu'il distribue, il est rejoint par quelques compagnons et il vit de la mendicité dans les rues de Lyon. Une chronique anonyme, rédigée une 50aine d'années après les faits, propose un récit de la suite. Quant à Valdès, il restitua une partie du reste de ses biens à ceux au détriment de qui il s'était enrichi. Puis, une bonne partie, il la laissa à ses 2 filles, qu'il confia, à l'insu de leur mère, à l'ordre de Fontevraud. Enfin, la part la plus grosse, il la dépensa en aumône. Un autre élément qui est évoqué par ce premier dossier, c'est qu'il se serait mis... il aurait demandé à un prêtre de traduire pour lui et ses frères des passages des évangiles, des actes des apôtres, peut-être des psaumes, pour disposer en langue vernaculaire d'un accès direct au texte biblique. Ça, c'est un point assez important. Et puis enfin, il se serait mis à... Alors, les textes disent prêcher. Non, il n'a pas prêché, il n'avait pas les compétences pour être un prédicateur. Mais en revanche, très simplement pour exhorter, pour appeler à la conversion ses contemporains. Donc ça fait quand même pas mal d'éléments au bout du compte, quand même, qui permettent de caractériser Valdès dans le milieu lyonnais de la fin du XIIe siècle. Une chose m'a étonné en travaillant sur la question, à la lecture, je crois que c'était d'un article de l'historien Michel Rublin, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait attendre, en connaissant la suite de l'histoire du mouvement, l'accueil en réalité est plutôt bon au départ à Lyon. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, c'est un des apports énormes de ce travail que d'avoir recontextualisé l'expérience de Valdès dans son milieu lyonnais et d'avoir montré qu'il y avait vraiment eu 2 phases, de part et d'autre, de 1183 à 1184, puisque dans un premier temps, donc dans les années, on va dire 1170 jusqu'à 1183, il semble que Valdès ait ait été accueilli avec bienveillance par l'archevêque de Lyon, qui est un ancien cistercien, Guichard de Pontigny. C'est un archevêque qui a été imposé difficilement à Lyon sur le siège de Lyon par le pape Alexandre III, face à un chapitre assez réticent et à une église locale qui était plutôt proche de l'empereur, avec lequel le pape était en conflit, donc qui arrive dans un contexte politique un peu tendu. Je me permets d'interrompre l'historien ici pour faire une précision. Et si vous n'avez pas fait d'histoire médiévale, il y a fort à parier que vous ne maîtrisez peut-être pas complètement ces tensions entre le pape et l'empereur. C'est pourtant l'affaire importante de ces quelques siècles puisqu'elle explique les équilibres entre les clercs et les laïcs et donc le rôle qui devient de plus en plus prégnant, de plus en plus important de l'Église au sein de la société. C'est aussi un élément de contexte primordial pour comprendre la trajectoire des premiers Vaudois. C'est ce que les médiévistes appellent par convention la réforme grégorienne du nom d'un pape du XIe siècle. Florian Mazel est justement un spécialiste de cette période, dont il a fait l'un des moments majeurs de sa nouvelle histoire du Moyen-Âge. La réforme grégorienne ou dite grégorienne, quelle qu'en soit un peu la chronologie d'ailleurs qu'on adopte, une chronologie traditionnelle, en gros c'est quand même déjà 3/4 de siècle, milieu 11e vers les années 1120-1130, ou qu'on la dilate jusqu'au début du XIIIe, c'est-à-dire justement en incluant par exemple au début du mouvement vaudois ou la répression des hérésies au XIIe siècle, qui s'inscrit dans la continuité de cette réforme grégorienne. Le constat de déclin, il est sur... Voilà, il y a un modèle de rapport entre Église, société, pouvoir, qui était le modèle dominant au premier Moyen-Âge, qui a connu un apogée à l'époque carolingienne, dans lequel ce sont les laïcs qui contrôlent l'Église, qui la dirigent. Et grosso modo, la réforme grégorienne, à très grands traits, c'est l'idée que c'est ce qui produit la perpétuation du péché dans le monde. Donc c'est l'idée qu'il faut séparer rigoureusement clercs et laïcs, les hiérarchiser, donc remettre les clercs dans un rang supérieur par rapport aux laïcs, et ensuite tout réordonner dans l'Église et dans la société en fonction de ça. Donc ça veut dire que les personnes ecclésiastiques, les offices ecclésiastiques, ne doivent être attribués que par des clercs eux-mêmes. Les biens d'Église doivent être contrôlés que par l'Église. Les lieux sacrés, les églises, doivent être contrôlés que par l'Église. Donc ça produit un grand réordonnancement, vraiment. Et dans ce cadre-là, ça s'accompagne aussi d'une centralisation de l'Église massive, puisque clairement on passe d'un modèle qui était une Église assez régionalisée au premier Moyen-Âge, dans lequel le pape avait une autorité de prestige, à une situation à partir du milieu du XIe siècle. On évolue vers ce qui deviendra la théocratie pontificale au XIIIe, c'est-à-dire une monarchie au sein de l'Église, dans laquelle la papauté a un pouvoir énorme au sein de l'Église sur les clercs, d'une manière plus globale sur l'ensemble de la société chrétienne. Les Vaudois, dans les années 1170, ne seraient donc pas révolutionnaires, mais agiraient en quelque sorte en réaction à cette prise en main des clercs sur la société en général et sur le christianisme en particulier.
Vous insistez dans la nouvelle histoire du Moyen-Âge et sur le fait que tout mouvement chrétien médiéval, alors qui a été, on reviendra sur la terminologie, mais hérétique, on dit dissident plutôt maintenant, je crois. On peut tout dire, ça dépend ce qu'on entend par les mots. C'est pas une histoire de révolution, de nouveauté, mais à chaque fois c'est une revendication d'ancienneté et de revenir à quelque chose qui serait un peu les origines du christianisme, ou en tout cas quelque chose de plus ancien. C'est un trait qui n'est pas spécifique aux communautés ou aux groupes, aux individus dits d'ailleurs dissidents ou hérétiques. Fondamentalement, toute démarche chrétienne au Moyen-Âge se pense justement comme une imitation, comme la reproduction, la continuation d'une tradition. Donc on est dans une perspective, on va dire, oui, qui révère la tradition et qui, dans ce cadre, se réfère toujours aux origines. Et là, il n'y a pas du tout de spécificité des dissidences, entre guillemets, parce qu'en fait, tous les mouvements de réforme au sein de l'Église, qu'elles soient, on va dire, perçues par l'institution comme orthodoxes ou pas, se pensent comme un retour aux origines, que ce soit les origines évangéliques, voilà, le modèle du Christ et des apôtres. Et donc la nouveauté en tant que telle, elle est effectivement jamais pensée, elle est jamais revendiquée, encore moins. Même si les historiens, eux, ils arrivent à repérer bien sûr des traits et des phénomènes nouveaux. Il n'y a pas du tout de fixisme du christianisme médiéval, il change tout le temps. Donc ça c'est fondamental et ça ne distingue en rien, je dirais, les réformateurs orthodoxes des réformateurs qui peuvent être à un certain moment considérés comme dissidents ou hérétiques. Cette bascule qui s'opère entre dissidence orthodoxe et dissidence jugée comme hérétique dépend avant tout du contexte donc. Retournons à Lyon, à la fin du XIIe siècle, auprès de l'archevêque Guichard de Pontigny. C'est un archevêque qui a été imposé difficilement à Lyon sur le siège de Lyon par le pape Alexandre III, face à un chapitre assez réticent et à une église locale qui était plutôt proche de l'empereur, avec lequel le pape était en conflit, donc qui arrive dans un contexte politique un peu tendu, et qui notamment doit faire face à des formes de résistance au sein de son propre chapitre cathédral. Guichard de Pontigny, quand il arrive, il essaye de réformer son chapitre, c'est-à-dire concrètement d'essayer de promouvoir une vie plus collective, plus commune, aussi bien sur le plan liturgique que sur le plan économique. Et dans ce cadre-là, il semble qu'il ait accueilli la démarche de Valdès avec bienveillance, puisque Valdès, il avait un discours à la fois critique des richesses en soi, et d'exaltation du modèle des apôtres, qui est le modèle des chanoines. Enfin, normalement, les chanoines doivent imiter eux-mêmes les apôtres. Donc il semble qu'au départ, il y a eu un accueil relativement bienveillant, ce que manifeste effectivement le synode de 1180 et cette fameuse profession de foi qui cherche à encadrer, pour le coup à rendre orthodoxe quelque chose qui pouvait par certains côtés échapper au contrôle ecclésial, mais de manière justement à le canaliser au service de l'Église et à l'intégrer dans l'Église. Et plus généralement, en tant que cistercien, ils devaient aussi être sensibles à la démarche de pauvreté volontaire. Eux, ils la vivent dans un cadre très normé d'intégration à un nouvel ordre, à un nouveau monastère, mais en soi, la démarche d'une pauvreté volontaire radicale ne pouvait que recueillir leur assentiment. Et à ce titre-là, de nouveau aussi, il y a un contexte général où des premières expériences comme ça de pauvreté radicale émanant des laïcs sont accueillies avec bienveillance. Guichard de Pontigny avec Valdès, c'est un peu comme l'évêque d'Assise avec François au début. Les mouvements vaudois et franciscains sont d'ailleurs très proches au départ et presque contemporains. L'un a eu la postérité que l'on sait, l'autre a été condamné comme hérétique. La différence de traitement s'expliquerait par les contextes locaux, mais aussi par l'institutionnalisation des franciscains, quand les Vaudois restent un groupe de laïcs. Dans tous les cas, Florian Mazel nous le disait, les Vaudois sont condamnés au Concile de Vérone en 1184. Dans le but de supprimer les vices des diverses hérésies qui, dans plusieurs parties du monde, ont commencé à pulluler ces derniers temps, il est nécessaire d'exciter la vigueur ecclésiastique. Par conséquent, nous nous élevons, par la sanction générale de ce décret, contre ces hérétiques mêmes dont les erreurs diverses exigent d'être examinées en autant de chapitres, et par cette constitution, nous condamnons avec l'autorité apostolique toute hérésie, sous quelque nom qu'elle soit connue. Nous décrétons donc que soient frappés d'un anathème perpétuel, tout d'abord les cathares et patharins, puis ceux qui sous un faux nom se nomment humiliés ou pauvres de Lyon, enfin les passagins, joséphin et amaldistes. Il faut bien s'entendre sur ce qu'on entend par hérésie, quoi. L'hérésie en soi, si on le dit un peu brutalement, mais je pense que ça n'existe pas. L'hérésie, elle n'a pas de réalité d'existence absolue. Elle est toujours définie par rapport à une orthodoxie, et en fait, c'est l'orthodoxie qui définit l'hérésie. C'est très souvent une institution ou un groupe dominant qui va se définir comme orthodoxe, et par conséquent entamer une distinction, une définition de ce qui va relever de l'hérésie.
Au Moyen-Âge, très concrètement, c'est qui définit l'hérésie ? C'est l'institution ecclésiastique. Donc c'est les conciles, les assemblées des évêques qui vont dire telle opinion est orthodoxe, telle opinion est hétérodoxe, pouvant aller jusqu'à l'hérésie. À l'échelle du diocèse, c'est l'évêque qui est responsable de l'unité de foi. Donc à l'échelle même d'un diocèse, un évêque peut incriminer quelqu'un d'hérésie. Et puis à l'échelle de la chrétienté, c'est la papauté qui peut, elle aussi, elle-même ou par ses représentants, dire qu'il est hérétique. Mais à côté de l'institution, on a toute une série aussi d'individus, qu'on appellerait aujourd'hui des théologiens ou de grandes figures, de chefs d'ordre, des intellectuels en quelque sorte, qui dans l'Église, sur la base de leur connaissance et de leur savoir, peuvent aussi désigner des savoirs ou des personnes comme hérétiques. C'est un chef d'accusation qui vise clairement à disqualifier quelqu'un dans une société qui est chrétienne. Vous êtes hérétique, vous êtes à la fois un déviant sur le plan de la croyance, sur le plan des comportements, et vous êtes un rebelle si vous résistez, et vous êtes donc mis au banc de la société, et pas uniquement de l'Église. Donc c'est un chef d'accusation extrêmement puissant. Donc sur cette base-là, on voit bien que des gens peuvent glisser de l'orthodoxie à l'hérésie en fonction tout simplement des contextes. Et à la fin du XIIe siècle, c'est sur les Albigeois ou Cathares et sur les Vaudois que la papauté met l'accent. Ce sont donc les plus connus et ceux qui subissent ensuite la plus forte répression. Et depuis une trentaine d'années, les historiens lisent les textes de l'époque avec plus de suspicion puisqu'elles émanent des opposants à ces dissidents. C'est le cas notamment des pauvres de Lyon qui ne s'appelaient certainement pas Vaudois entre eux. La dénomination même est celle de la répression. Les sources, elles émanent de la répression et de la condamnation dans des proportions astronomiques. Même les procès d'inquisition, qui se présentent comme des procès-verbaux d'accusés, on a l'impression qu'ils donnent la parole aux accusés, doivent faire l'objet d'une critique vraiment très sévère, parce que d'abord les accusés étaient interrogés en langue vernaculaire et les transcriptions sont en latin, donc on passe quand même d'une langue à l'autre. On n'était pas là, on ne sait pas comment s'est fait l'entretien, et on a une restitution qui coule les paroles dans un formulaire et dans un lexique aussi très juridique, qui est celui des juges, voilà, des inquisiteurs, que ce soit dans le cadre d'un procès épiscopal ou de l'inquisition pontificale au XIIIe. Et puis, deuxième problème de ces sources, c'est qu'elles véhiculent énormément de lieux communs. Ce qu'on appelle les topoi, c'est-à-dire que c'est une littérature, que ce soit la littérature polémique, donc des textes qui dénoncent, qui critiquent, des lettres, des traités, ou les sources judiciaires, donc les archives des procès, qui sont les deux principaux types de sources. Ils véhiculent énormément de topoi, c'est-à-dire de lieux communs sur l'hérésie qu'on trouve dans une tradition littéraire très ancienne qui remonte jusqu'à l'Antiquité. C'est-à-dire que la plupart des traits qu'on attribue aux hérétiques du XIIe, XIIIe siècle sont des traits qu'on trouve déjà attribués par Augustin à toute une série d'hérétiques du IVe siècle. Ces topoi, ils vont même être renouvelés donc par la lutte contre les hérésies des XIIe, XIIIe siècle, au sens où les termes mêmes de Cathares, de Vaudois vont se dévaluer et vont servir eux aussi un petit peu de mots slogans pour dénoncer, quand il faudra incriminer quelqu'un, on va le traiter de Vaudois. Et ça va très loin, puisqu'au XVe siècle, en gros, Vaudois, c'est devenu synonyme de sorcier. Quel rapport avec Valdès et les premiers Vaudois ? Franchement, on n'en sait rien, et la plupart du temps, on peut même présumer qu'il n'y en a aucun. C'est tout de même une dissidence, contrairement à d'autres, qui semble avoir survécu à la répression de la première communauté lyonnaise. Cette survie, elle est problématique. On a effectivement des traces au XIIIe, XIVe siècle d'individus, de groupes qui sont dénoncés comme Vaudois. Mais est-ce que ce sont des gens qui s'inscrivent dans une continuité avec le groupe initial ? Ou est-ce que c'est de nouveau la projection par l'institution sur des dissidents dont certains traits de comportement ressemblent à ceux qu'ont eu les premiers Vaudois, comme par exemple la pauvreté radicale ou l'accès au texte biblique, qui font qu'on leur applique le terme Vaudois ? Nous essaierons d'y voir plus clair dans le prochain épisode. Mais revenons à ces premiers Vaudois. Nous l'évoquions dans l'épisode précédent, ces hérétiques, entre guillemets, du XIIe et XIIIe siècle, ont été décrits comme des ancêtres par les pasteurs historiens du XIXe siècle dans l'entreprise de fabrique des Huguenots, pour reprendre la belle formule de l'historien Patrick Cabanel. J'ai demandé à Florian Mazel ce qu'il pensait de cette continuité fantasmée déjà revendiquée au XVIe siècle. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a une chose qu'on oublie tout le temps, surtout en milieu protestant, et je le dis d'autant plus facilement que je m'y reconnais, mais c'est que les réformateurs sont des médiévaux. Enfin, je veux dire, au XVIe siècle, ils sont encore des hommes du Moyen-Âge. Et donc, ils partagent complètement avec les hommes du Moyen-Âge cette idée déjà que une réforme, ça doit s'enraciner dans des origines. Voilà, et que c'est pas une révolution, on se retourne vers le temps des origines. Alors bien sûr, les réformateurs, eux, leur horizon idéal, c'est de nouveau les temps apostoliques, les temps évangéliques. Et puis ensuite, entre ces temps évangéliques et les temps apostoliques et eux, il y a des figures un peu jalons
qui ont incarné de manière paradigmatique cette idée d'un retour et d'une fidélité à ce moment évangélique par opposition à l'institution ecclésiastique qui, au XVIe siècle, les réprime à l'Église catholique qui est perçue comme, pour le coup, celle qui a dévié de la fidélité à l'Évangile. Donc pour moi, il est assez logique déjà qu'ils aient cette démarche rétrospective de se chercher des grands ancêtres. C'est ensuite le mythe des pré-réformateurs, c'est-à-dire qu'on a Valdès, puis on va voir John Wycliffe, puis on va voir Jean Hus, et chacun d'eux étant des formes d'appropriation et d'inscription dans une généalogie un peu comme ça de héros résistants à la déviance de l'Église catholique. Donc ça, je pense, c'est un point fondamental. Et Valdès, finalement, il est retenu comme ancêtre, pas tant parce qu'il a été, parce que pour le coup, c'est une figure qui, par certains côtés, est quand même tellement médiévale, sa peur de l'enfer, sa pauvreté radicale, la mendicité, qui coïncide pas énormément avec les traits fondamentaux de la théologie, qu'elle soit luthérienne ou calviniste ou zwinglienne. Enfin, il y a quand même plus de différences, de dissonances. Mais en revanche, je pense ce qui les fait le reconnaître comme ancêtre, c'est ça, c'est cette dynamique évangélique, apostolique, et cette forme de radicalité, c'est le fait que c'est un laïc. Donc ça compte beaucoup. Donc voilà, c'est pas un clerc, c'est un laïc qui estimait pouvoir avoir accès au texte biblique. Et là, je pense qu'on a sans doute, peut-être le point même le principal, c'est le texte biblique en langue vernaculaire, avec la légitimité de le lire soi-même, de le commenter soi-même, éventuellement de prêcher. Donc là, il y a une forme de projection sur Valdès de ce qu'est la dynamique du sacerdoce universel, du retour au texte biblique, qui est au fondement de la démarche protestante et réformée en particulier. Après, il y a peut-être un autre élément, alors là, je le livre à titre hypothétique parce que je ne connais pas bien le dossier, mais c'est l'identité lyonnaise aussi, parce que Lyon, c'est quand même une place forte de l'imprimerie, de l'après-réforme, aussi bien d'ailleurs catholique que protestante, et c'est un foyer du protestantisme quand même majeur à l'époque moderne. Et donc, cette dynamique lyonnaise a sans doute aussi joué de manière assez forte dans l'identification avec Valdès. J'avais envie de finir par l'actualité de cette mémoire. Et je profite que vous ayez grandi en milieu protestant à Aix-en-Provence, vous connaissez donc bien la question. Est-ce que cette idée des Cathares et des Vaudois comme ancêtres des protestants français est toujours présente ? Alors moi je pense que oui, mais c'est plus un régionalisme qu'un protestantisme en quelque sorte. C'est-à-dire que pour le coup, on va le trouver dans tous les milieux, protestants ou pas protestants. Alors certes, peut-être en proportion un peu plus dans certains milieux protestants, puisqu'il y a des formes de reconnaissance comme ça rétrospectives, mais je pense que c'est un phénomène régionaliste qui va de Toulouse à la Provence, qui associe aux Cathares les Vaudois en Provence parce qu'il y a la mémoire des Vaudois du Luberon, et puis parce qu'il y a ensuite la fusion, l'intégration des Vaudois dans la Réforme localement au XVIe siècle. Donc ça, il y a une sorte d'histoire régionale provençale qui fait que plus on va dans ce midi, plus on va vers l'est, plus les Vaudois sont associés aux Cathares. Pour dire on a toujours été dissidents finalement. Et puis pour mettre l'accent sur la persécution et la résistance. Ça fait des Vaudois, à la fois des pré-huguenots et des pré-camisards. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une grande chaîne comme ça, des gens qui ont été persécutés pour leur foi par l'institution catholique. Après 1184, les pauvres de Lyon sont déclarés comme hérétiques, mais ils ne sont pas tout de suite réprimés avec vigueur, à l'inverse des Cathares par exemple. Contrairement à leurs voisins albigeois, ils survivent, au prix de dissensions et de scissions en interne accompagnées d'une dispersion dans toute l'Europe. C'est à ces siècles de clandestinité et au passage à la réforme protestante que nous nous intéresserons dans la prochaine étape de notre voyage sur les traces des Vaudois. Comment se fait-il qu'ils aient duré aussi longtemps, puisqu'ils arrivent jusqu'au XVIe siècle, c'est quand même la seule dissidence religieuse médiévale qui arrive au temps moderne. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mené une double vie. Sur les traces des Vaudois est une série produite par le Musée protestant et Regard protestant, réalisée par Antoine Goritin. Générique, Alexandre Lechaud. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes dès à présent sur le site du Musée protestant et dans votre application de podcast favorite.